reste et demeure dans les mœurs des Africains. Mais alors, tel bien connu des uns et des autres, c'est pour répondre à cette interrogation que Tradiscope s'installe chez vous cet après-midi. Bonjour, bonsoir chez vous, selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Pour le faire, pendant 59 minutes, je me suis fait accompagner de M. Kombo Célin Tchebachou. Bonjour, M. Célin. J'apporte un peu de rectification. Kombo et Boga, Célin Tchebachou. Voilà. Vous êtes à la fois notable, initié de Buti, gnostique et du moins gnostique du mouvement. Allez-y, présentez-vous, je vous laisse le soin. Initié au Buti, dans les Boga, et puis notable également. Et gnostique du mouvement MGI. D'accord. Alors, vous à la maison, le temps que vous vous installez confortablement pour profiter de 59 minutes à partager avec nous, comme ça, riche d'enseignements, nous allons d'abord prendre le sponsor de cette émission, qui est les produits d'Onis. On va prendre la poudre d'Onis et on se retrouve juste derrière. Onis est une entité spirituelle responsable du combat mystique des maîtres cosmiques, initiateurs invisibles. Il mène ce combat au profit des hommes. Le Mbombok Benoît Biton, grand maître des arts mystiques et spirituels, a pu s'élever jusqu'aux vibrations d'Onis dans l'une de ses fréquences qu'il dirige. Et de là, il a ramené l'une des plus belles pièces mystiques allouées à Onis pour des travaux spirituels. Il s'agit de la poudre d'Onis. Mbombok, avec efficacité, ce produit agit sur divers maux liés à notre destin, notamment les blocages, les malédictions et les échecs. La plupart des gens sont limités, mais pas tous. Heureusement, ça veut dire que la plupart des hommes spirituels se limitent la plupart du temps à une seule simple credo ou alors un seul credo de leur propre enseignement. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas en sortir. Par exemple, tenez, si quelqu'un ne connaît qu'une seule chose, lorsqu'il en sort, il est perdu. Mais tous ne sont pas comme ça. Il y a des bons prêtres, il y a des bons pasteurs qui peuvent savoir aussi aller jeter un coup d'œil dans la tradition voisine. C'est-à-dire que tout ce qui se passe ailleurs, il l'expérimente. Il en tire donc de grandes vertus pour pouvoir aider l'humanité en souffrance. Voilà le but de toute initiation. Donc, Onis, c'est pareil. Alors, tous ceux qui ont soif de justice, tous ceux qui aiment la lumière, tous ceux qui veulent participer au grand combat humain de la lutte contre les forces du mal peuvent utiliser aussi Onis. Donc, tout le monde y a droit. La poudre d'Onis est d'une utilité sans faille. Toutes et tous, à tous les âges, devront profiter de la chance que nous offre ce produit hors du commun. Prêtres, pasteurs, spirituels de tous bords, thérapeutes et laïcs, la poudre d'Onis vous aidera dans tous vos travaux de subjugation. Dites-nous, Mbombok, comment utilise-t-on la poudre d'Onis? Y a-t-il des dispositions particulières à son application? C'est très important. Pour utiliser la poudre d'Onis, voilà ce qu'on fait. On trace le triangle d'Onis, qui est celui-ci. Et il faut savoir qu'il faut toujours écrire là sur le triangle d'Onis, lumière. En haut, c'est-à-dire que sur l'angle haut, amour sur l'angle gauche et sur l'angle droite, vérité. Et il ne faut jamais oublier ce qu'on appelle le monogramme du feu qui doit toujours être à l'intérieur du triangle. Alors voilà donc ce qu'on pourrait appeler le triangle d'Onis. Le triangle d'Onis n'est autre chose que l'espace qu'on a créé soi-même pour pouvoir entrer en contact et en communion avec Onis, qui est l'ange de la puissance, qui est l'ange qui excelle avec les glaives de feu, qui combattent les forces du mal et qui les détruisent. En utilisant donc le triangle d'Onis, qu'une fois-ci, on y accède avec la poudre d'Onis, c'est-à-dire la poudre d'Onis sur la main gauche et la main droite sur le cœur. Prononcer maintenant son vœu. Quand on prononce son vœu, on dit par exemple « je veux réussir ». Attention, j'ai toujours dit, ne dites jamais « je voudrais réussir ». Non, « je voudrais réussir », ça veut dire que vous êtes dans l'imperfection de votre propre conscience. Et vous êtes également aussi dans l'euphémisme spirituel. Il faut avoir la conviction, il faut avoir la foi. Et il n'y a pas meilleure foi que la conviction et surtout que la pratique active de la foi. Ça veut dire que vous devenez l'objet de ce que vous voulez. Vous voyez que vous l'avez et vous dites « je veux l'avoir ».
Par exemple, un élève qui veut faire son examen, il tient donc la poudre d'Onis sur la main gauche, ou alors quelqu'un qui cherche du travail ou une promotion, ce qu'il mérite. Parce qu'il faut que ça soit toujours en adéquation avec la performance. Ça veut par exemple dire que si vous apprenez en tant qu'élève, vous avez des bons diplômes, vous avez des bons niveaux, vous étudiez bien, vous avez des bonnes notes, vous êtes toujours là en train d'étudier, vous pouvez utiliser parce que l'utilisation est en adéquation avec votre performance scolaire. Mais si par contre vous ne travaillez pas, vous n'étudiez rien, vous croyez que en faisant par exemple le rituel d'Onis, vous allez réussir, vous mentez. Vous mentez à vous-même et d'autant plus que vous mentez même à Dieu sans savoir qu'en mentant soi-même, on a menti Dieu et que Dieu ne peut pas y pourvoir parce qu'il est écrit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Donc, en adéquation avec la performance qu'on produit selon le domaine d'activité où on se trouve, on entre donc à l'intérieur de ceci. On monte sur le monogramme de feu. Dedans, donc, c'est le rituel d'Onis qui commence, c'est-à-dire la poudre d'Onis, vous la mettez sur la main gauche, la main droite sur le cœur, et puis vous prononcez votre vœu. Par exemple, je veux réussir à telle chose, et puis vous soufflez. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on utilise donc la poudre d'Onis. La poudre d'Onis n'est autre chose qu'un moyen qui fait activer notre vœu. Et la différence avec la foi passive est que on demande en disant « je voudrais, s'il vous plaît ». Mais dans la voie active, la foi active, on ne demande pas, on ne commande pas, on exige à la nature de réaliser et on l'impose à faire aboutir un vœu. Vous avez compris? La poudre d'Onis, confectionnée, élaborée et manufacturée par Carrefour Santé, contact 00237 77 71 61 36 97 06 20 91 ou alors écrivez-nous à l'adresse carrefour.mystère@yahoo.fr. Vous également, vous pouvez choisir de sponsoriser une émission à Carrefour TV parce que Carrefour TV est une chaîne de télévision ouverte au grand public. Je vais m'entretenir encore avec mon notable qui est sur ce plateau depuis le début de cette émission, il y a quelques minutes déjà, pour lui demander en fait, notable Célan, qu'est-ce que vous savez des Bamileke? Enfin, le peuple Bamileke est un peuple descendu depuis l'Atlante. Après l'Atlante, il se retrouve en Égypte. Oui. Et après les conflits qui descendent jusqu'au niveau où il se trouve actuellement, à cause des guerres, ainsi de suite. Et le peuple était trop migrant dans le passé. C'est ça. D'accord. Donc selon vous, les Bamileke proviennent de l'Égypte? De l'Atlante. De l'Atlante et voilà. L'Égypte. Voilà. C'est ça. Donc ils sont descendants de l'Atlante. De l'Atlante. D'accord. Alors, on a rencontré notre équipe technique, est descendue dans les rues de la ville de Douala. Ils ont parcouru une par une les rues pour savoir ce que l'homme de la rue pense des Bamileke. Tenez ceci et on se retrouve juste derrière. Ce sont des peuples de l'ouest du Cameroun, je veux dire principalement de l'ouest parce que l'ouest est composé des Bamileke et des Bamoun. Bon, c'est une partie des peuples de l'ouest. Je suis Bamileke. Andjege, ça veut dire... c'est comment? C'est un peuple camerounais. On ne peut pas identifier en grand nombre d'eux, on peut les trouver. Bamileke se trouve partout au Cameroun comme d'autres ethnies. Mais il faut savoir que bon, dans tout le Cameroun, dans toutes les régions, les Bamileke sont nombreux partout. Je suis un Camerounais, pas un Bamileke. Je ne sais pas, ils sont les Lokchou, Tétoua, So, Lou, ainsi de suite, Malabou, Mbokbon. On les mélange en tout. Comment ne pas? Je les connais. Principalement, ce sont les êtres de la région de l'ouest du Cameroun. Oui. On les trouve plus, en tout cas, il n'y a même pas une place où on peut trouver. Les Bamileke se retrouvent partout. Par exemple, ici à Douala, on ne peut même pas les dénombrer. Ils sont tellement nombreux, si bien que même les Douala, ils louent même les terrains au Douala même. Voilà. Tu ne vois pas le reflet du Bami sur moi. Je suis Bamileke. Cela veut dire que je salue tous ceux qui vont suivre cette émission. De retour sur ce plateau, alors monsieur notable Célan,
après cet élément qu'on ne va pas commenter bien sûr parce que nous avons regardé, chacun sait, chacun a quand même une petite idée sur le peuple Bamileke. Je me retourne encore vers vous pour vous demander d'où provient le culte de crâne en pays Bamileke. Ouf, là. Donc là, vous devrez dire d'où provient le culte des morts. Voilà, ou encore, pourquoi pas. En Égypte, ça existait déjà le culte des morts. Oui. En parlant du Bardot, Odor et consorts. Et ce n'est pas propre au Bamileke. Le culte des morts est propre à l'ensemble des Bantous. D'accord. Voilà. À l'ensemble des Bantous. Oui, du peuple Bantou. Comment, je veux dire, comment est-ce que... Même c'est vulgaire, c'est universel d'ailleurs. D'accord, c'est universel. Donc même le peuple bantou vivant à l'étranger pratique le culte de crâne. Écoutez, c'est le culte des morts et non le culte spécifique des crânes. Voilà. Parce qu'il n'y a pas un culte pour les crânes. On dirait alors le rite de crâne et le culte des morts. On dit le rite des crânes, oui. Et le culte des morts. Voilà. Est-ce qu'il est forcément dit qu'on conserve le crâne de tout le monde dans une descendante pour un arbre généalogique? Est-ce qu'il faut conserver le crâne de tout cet arbre, de tout le monde dans cette famille? L'audible pour les grandes familles, sinon il n'y a pas d'importance en soi. Voilà, c'est ça. Et après combien de temps alors doit-on déterrer le crâne? Ça veut dire si je meurs aujourd'hui et que je fais partie, par exemple, du peuple Bamileke, après combien de temps est-ce qu'on viendra déterrer mon crâne? Minimum 3 ans. 3 ans environ. Mais pourquoi ce long moment? Alors qu'on sait qu'après quelques mois seulement, je veux dire, la partie chair, la partie charnue qu'on a séché, et puis qu'il ne reste plus que la carapace. Pourquoi attendre 3 ans? Non, donc le peuple Bamileke estime qu'en 6 mois, 3 mois, la chair ne s'est pas entièrement décomposée. Oui. Il n'est pas redevenu la terre. Il faut que la chair soit le corps cellulaire que nous possédons tous, n'est pas entièrement décomposé. Alors il faudrait qu'il redevienne terre comme c'est écrit, afin que le crâne, en principe le crâne devait être ramassé et non déconnecté de manière violente sur le reste des reliques. Il devrait être plutôt, je vous ai... On allait le prendre. Avec la partie de la terre également. La partie de la terre également. D'accord. Dans une maison. D'accord. Alors pour les peuples Bamileke, il est essentiel d'entretenir les crânes humains des morts pour éviter la colère des esprits, ou encore la maladie, ou encore l'infertilité, et même la mort, pourquoi pas. Alors, selon mon invité sur le plateau, on devrait plutôt ramasser la partie, toute la partie où se repose le crâne. Voilà. L'équipe technique de Carrefour TV s'est déportée du côté de Bafan pour préparer, pour recueillir cet élément pour vous. Comment est-ce qu'on fait pour déterrer le crâne? Regardez ceci et on se retrouve. Le rite de crâne est un élément important dans la tradition Bamileke. Il défriche en parlant, en prononçant des mots à l'endroit du défunt inhumé à cet endroit. Pour extraire le crâne, la tradition Bafan exige que ce soit le chef de famille qui donne le premier coup de pioche. Je donne le coup d'envoi comme ça. Comme je n'ai pas assez de force pour creuser seul, que les autres m'aident. Voilà. Après ce coup d'envoi, les autres membres prennent le relais. Au bout de quelques minutes, l'objectif, extraire le crâne de grand-mère, est atteint. Mais attention, celui qui creuse ne doit pas toucher le crâne. Seul le père, chef de famille, est habilité à le faire. C'est vrai, la maman devait vraiment se fâcher. Il y avait déjà la pluie qui tombait sur elle. Le plus important n'est pas de retrouver le crâne, mais alors toutes les parties doivent être au complet, et surtout la mâchoire inférieure.
C'est la mâchoire inférieure qui est la pièce maîtresse de la tête. Si ça se perd, ça veut dire que cette tête n'a plus de valeur. Alors, je sais que c'est comme ça qu'on m'a dit. Alors, je ne peux pas expliquer plus, mais sauf que effectivement, c'est la pièce maîtresse. Il ne faut pas que ça manque sur la tête. Donc, comme vous pouvez le constater, nous, on n'est plus allé à 2 mètres. Parce que quand la tête, quand ça se détache du corps, ça monte. C'est pour ça qu'on peut constater qu'à ce niveau, effectivement, la maman pouvait vraiment déranger son petit-fils. Alors, nous sommes venus aujourd'hui la prendre pour aller mettre à côté les autres têtes de la maison. On prend toujours soin de bien enlever la terre, d'essuyer. Effectivement, quand on arrive parfois dans certaines familles, on ne trouve pas cette mâchoire, il faut chercher les marabouts pour fouiller. Alors, parce que si la tête se fâche contre ça peut se cacher et on peut avoir recours quand même à la boue pour retrouver ça. On attache ça parce qu'on a peur. Emballé dans des feuilles de bananier, il sera conservé dans une case bâtie, généralement en terre, le temps de sécher. On va garder en un lieu sûr. Le culte du crâne est une composante de la région traditionnelle. C'est le symbole d'attache ancestrale. Pour l'emporter, il faut mettre l'arbre de paix, cette plante sacrée qui donne le pouvoir de communiquer avec toute personne, chemin faisant. Le culte des crânes ou encore le culte des morts chez les Bamileke, c'est un élément important, mais alors sacré même, pour ce peuple venant du côté de l'ouest du Cameroun. Monsieur Célan, dans cet élément que nous avons regardé, il se pourrait que si une partie manque sur le crâne, ça fait problème. Mais alors, on assiste aujourd'hui, on connaît d'autres peuples bamileke qui arrivent sur la tombe, je ne sais pas de quel côté exactement ils sortent, mais qui ramassent juste la poussière. Est-ce symbolique ou alors ceci se passait avant ou encore aujourd'hui même également, on continue de déterrer? Pour essayer de moderniser la chose, est-ce qu'aujourd'hui on continue de déterrer ou alors on peut juste aller faire ramasser de la poussière sur la tombe de la personne et puis considérer que c'est son crâne? Comme je vous expliquais tantôt, c'est que dès l'origine même, les Bamileke enterraient leurs chers disparus dans des cases. Il y avait ce qu'on appelait des maisons de mort. Oui. Alors là, on n'avait pas besoin d'enlever les crânes. Parce que le mort y était déjà entièrement. Voilà. Oui. Maintenant, avec des guerres et le fait que le peuple Bamileke était migrant, des ennemis venaient s'accaparer des reliques des morts pour détruire les descendants du disparu. Alors, les Bamileke ont trouvé nécessaire d'enlever des crânes pour que quand l'ennemi arrive, il ne reconnaît pas le reste, il ne connaît pas qui appartient en fait le crâne. Oui. Donc maintenant, à nos jours, ce culte a persisté parce que les Bamileke n'aimeraient pas des intempéries de la nature que ça puisse affecter leur chair disparue. Parce qu'ils croient qu'au-delà de la mort, il y a la personnalité de la personne qui existe. Oui. Bon, voilà. Alors, pour revenir à votre question, la terre, c'est aussi un support. Il n'est pas interdit que quelqu'un puisse ramasser la terre sur la tombe d'un de ses parents bien aimés et qu'il le place dans un pot de fleurs chez lui. Ça, on le voit partout. Même les Européens le font dans le pot de fleurs. Voilà, mais ma question, je veux dire, ma recherche se pose sur le fait, est-ce que le fait de prendre uniquement la poussière voudrait dire qu'on n'a pas effectué entièrement le rite? Est-ce qu'il importe de creuser toujours à chaque fois? Il n'y a pas de rite spécifique de crâne. Impossible. Mais seulement, il y a les offrandes au crâne. Oui. Il y a des offrandes au crâne. Pas au crâne, au mort, en principe, à la personnalité du mort.
par l'âme du mort, à la personnalité du mort. Maintenant, la personnalité, après des offrandes, des prières, ils continuent leur personnalité, continuent à veiller sur leur famille comme dans leur vivant. Ils continuent à garder ses enfants, la famille et tout. D'accord. Sinon, parlons, oui, allez-y, allez-y. Qu'est-ce que j'allais dire par là, c'est que quand on dit culte dédié typiquement au crâne de Dieu, non, c'est pas possible. D'accord. Et parlant d'offrandes, on assiste souvent à des familles qui vont dans la maison, dans la cabane réservée à ces crânes qu'on a déterrés, leur donner, on va dire ça, donner à manger. Voilà. On peut faire un symbole, je ne sais pas trop quoi, haricots, à de l'huile, ou encore même, on assiste même à une grande festivité où on prépare vraiment un truc bien. Donc, on prépare vraiment un bon mets pour aller donner au crâne. Pourquoi est-ce qu'on nourrit ces crânes quand on sait que c'est juste des ossements? Pourquoi est-ce qu'on donne la nourriture au crâne? S'il vous plaît. Nous voyons partout, il y a ce que d'aucuns appellent messes de requiem. Oui. Bon, voilà. On dirait un peu comme ça qu'il y a des messes de requiem chez des Bamileke. Il y a des festivités et les Bamileke aimeraient partager leur aliment avec leur chair disparue. C'est pas qu'on va offrir à manger. J'ai rencontré par exemple au sud, lors d'une festivité, des gens allaient mettre sur la tombe. Ils n'avaient pas escalade parce que chez eux, ils mettent sur la tombe, ils partagent le gâteau avec leur disparus. Pourquoi on leur donne à manger? Écoutez, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de culte spécifique aux morts. Oui. Parce que quand on parle de culte, il faut qu'il y ait tout un céréal comme ça se passe dans les églises conventionnelles. Oui. Ça, depuis que j'existe, je n'ai pas encore vu de culte dédié au crâne. Mais seulement il existe des offrandes qu'on donne à nos chers disparus. Oui. C'est-à-dire qu'il y a, lors d'une grande festivité, on partage à manger avec nos chers disparus. On leur offre une partie de ce que nous mangeons. Et comment ce repas réussit à disparaître quand on a déposé près du crâne? Est-ce que c'est pour dire que le mort a mangé? Écoutez, tout là maintenant, à ce que je sache, c'est question vibratoire parce que quand on dépose près du mort, c'est les atomes que le mort prend, les atomes qui se trouvent dans l'aliment. D'accord, d'accord. La matière grasse grossière elle reste. Sinon, les atomes ont disparu. Si vous reprenez le même repas, vous mangez, vous ne saurez même pas que vous avez mangé. Si vous mangez même toute une marmite, vous aurez toujours faim. Parce que là, on dit c'est la nourriture des fantômes. D'accord. Voilà. La matière grossière, gras, il reste. Et l'atome, ça n'existe plus. Il n'y a plus d'atome là-dedans. Le mort, voilà, l'essence de l'aliment est partie. Alors, la partie essentielle de l'aliment, c'est parti. Le culte, la personnalité du mort à consommer. Alors, avec la mondialisation ou encore les appartenances religieuses, est-ce que cette coutume vit vraiment aujourd'hui? Est-ce qu'elle n'est pas menacée? Du tout. Elle n'est pas menacée. Donc, il y a des gens toujours qui se replient sur eux-mêmes pour avoir comme base, pour se relever. Bon, aujourd'hui, on a tendance de faire croire que cette pratique a disparu du tout. Mais c'est seulement que, comme il devient trop vulgaire, on a tendance à le diaboliser. Voilà. On le remet en secret. C'est ça. D'accord. D'accord, donc cette coutume n'est pas menacée du tout. Du tout. Voilà, en début d'émission, je vous ai annoncé, le sponsor de cette émission, ce sont les produits Donis. Nous avons pris la poudre Donis au début de cette émission. Maintenant, on va prendre l'huile Donis et on se retrouve. Vous êtes victime d'un fait mystique et étrange? Vous avez été témoin d'une situation ayant trait à la sorcellerie et vous voulez le partager ou vous voulez tout simplement apporter votre soutien à l'émission? Écrivez à carrefourdesmystères@yahoo.fr ou appelez au 00237 677 71 61 36 ou au 697 06 20 91. Élaborée à partir d'une vieille recette de la médecine holistique, l'huile Donis procure bien-être et santé. Elle purifie, tonifie et fait luire la peau en quelques temps.
Elle résout tous les problèmes cutanés responsables de bien des dégâts dans la séduction des hommes et des femmes. Et bien plus encore, l'huile d'onis peut être utilisée pour les exorcismes de haut niveau. Mbombok, c'est finalement une huile bonne à tout faire. Tout le monde doit utiliser ce produit, simplement parce qu'il permet de dévaquer complètement nos cellules du corps, d'arriver à renforcer le principe de phagocytose de notre corps. Les anticorps de notre corps en sont aussi renforcés. C'est donc un médicament utile, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle l'élixir de santé. Ça veut dire que ça peut guérir toute forme de maladie, ça peut aussi en prévenir. Mais aussi, ça a des principes curatifs et des principes aussi préventifs. Ces principes préventifs sont inoculés, si vous voulez, sont réactivés en chaque fois que nous constituons ce médicament et surtout aussi neutralisés par rapport aux principes et aux procédés alambiques qui permettent qu'on puisse arriver à avoir une essence de l'huile. Cette huile essentielle donc nous donne la force vitale et vitalisante que nous avons besoin pour pouvoir nous mouvoir. En effet, on ne peut traduire tous les bienfaits de l'huile d'onis car tellement ils sont nombreux. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est que Onis est l'ange guéri qui combat Satan dans tous ses états. Disposer de l'huile d'onis, c'est garantir une bonne protection contre les forces du mal, bon pour les enfants, agréable pour les adultes. Mbombok, on peut même utiliser comme antidote, car elle permet d'éliminer 95% de toxines alimentaires qui détruisent notre flore intestinale. Même si cela peut correspondre à des prouesses que je réalise, c'est pas ça le but du principe actif que je suis devenu par rapport donc à la thématique de la médecine traditionnelle. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est de pouvoir faire connaître. C'est-à-dire que je connais des procédés, je connais des formules spirituelles, je connais des formules sacrées pour pouvoir guérir et pratiquer une tradithérapie. Cela peut donc être utile pour l'ensemble de l'humanité. Le combat aujourd'hui que je mène est le combat de l'homme par l'homme et avec l'homme. La préparation de ce pur produit des laboratoires du Mbombok Benoît Biton est si complexe que le résultat à l'arrivée ne peut être que convaincant, car ce médicament aux 1000 vertus thérapeutiques guérit tous les mauvais sorts jetés par les sorciers ou ramassés à l'air libre. Le zona, le mousson, le famla, le ndimsi, les plaies inguérissables, le con et bien d'autres sont vaincus en quelques temps seulement. Le Mbombok est l'enseignant, le Mbombok est le thérapeute universel, le Mbombok vibre avec le secret de Dieu. C'est ce qui fait de lui un grand professeur. Et le professeur dont je suis par exemple, ce n'est pas ce que je donne indicativement un enseignement qui est écrit sur des livres, mais c'est que j'enseigne les hommes par l'expérience de ma propre vie. Donc ce produit et ces médicaments que j'élabore sont l'expression de ces expériences que je mène depuis de longues années, depuis que je suis tout petit, quand j'apprenais encore au père de mon feu père, qui lui aussi était un Mbombok, et un Mbombok Mabouille, c'est-à-dire un herboriste sacré. C'est la même donc généalogie et c'est la même propension de ce même traitement que j'essaie d'initialiser et de pouvoir rapporter avec un peu plus de connaissances chimiques, avec un peu plus d'élaboration intellectuelle pour pouvoir sortir de l'obscurantisme sataniste ou alors de l'obscurantisme idéologique dont on verse la plupart du temps la médecine traditionnelle. C'est pour ça donc que ce traitement reste un traitement de mise pour pouvoir apporter une grande conscience dans l'élaboration chimique de nos principes actifs traditionnels. L'huile d'onis est une composite des matières graisseuses transformées à l'état subtil, bon pour massage, mais aussi pour embaumage dans le cas de l'exorcisme. Contact pour toute acquisition 00237 77 71 61 36 ou le 97 06 20 91 ou encore contactez-nous à l'adresse carrefour.mystère@yahoo.fr. De retour sur le plateau de Tradiscope qui a pour thématique à vous enseigner sur la culture, la tradition des peuples d'ici même et même ceux d'ailleurs. Je suis toujours accompagnée du notable de Monsieur Kombo, Célan Chebayou. Alors Monsieur Célan, vous êtes gnostique. Est-ce que les gnostiques pratiquent le culte de crâne? Non, parce que là, c'est... Nous dirons que le crâne symbolise la personnalité du mort. Nous savons qu'il y a deux choses qui vont au cimetière. Oui. Le corps et la personnalité. Et l'âme, lui, s'en va. Alors on n'a pas besoin de nourrir la personnalité. Donc chez les gnostiques... Mais justement, étant notable, je ne peux pas refuser à ceux-là qui y croient de manière profonde
d'appliquer de donner des offrandes à leur mort. Oui. Et même dans le buti dans lequel je suis initié, oui. on offre les offrandes aux morts. C'est pas interdit. Mais seulement là, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas compris la science. Oui. La science, parce qu'aujourd'hui, là, il faut pouvoir développer nos coutumes, nos rites, avec de la science, apporter des éléments viables aux pratiques traditionnelles. C'est ça. Mais Monsieur Célan, on sait qu'il y a quand même certains qui exagèrent. Hein. On connaît qu'il y a certains qui achètent des vins vraiment chers pour aller arroser le sol, je vais dire ça comme ça. Je ne sais pas si effectivement, entre-temps, il n'y en a pas qui souffrent dans la famille pour qu'on offre à un mort des éléments aussi chers. Bon, écoutez, c'est que vous savez que dans toute chose, il y a des côtés positifs et négatifs. Oui. Et tout à l'heure, j'ai parlé de la personnalité du mort. On peut dévier la personnalité n'ayant plus la conscience. Maintenant, celui qui offre, je ne sais pas moi quoi, peut-être un bœuf à un crâne, et il recherche autre chose. Ce n'est pas pour le bien fondé de la famille. Voilà, parce qu'en réalité, afin d'offrir au crâne de la famille, on ne le fait pas seul. On le fait accompagner avec les autres membres de la famille. C'est une festivité en quelque sorte. On partage la joie ensemble avec nos morts. Voilà, vous dites à ce moment offrir un bœuf par exemple. À ce moment, on ne parlera pas de sacrifice, comme s'il donnait parce qu'il attend recevoir quelque chose en retour. Si, maintenant là c'est un sacrifice. Il utilise le relique comme appui, n'est-ce pas, pour faire son rituel. À ce moment-là, on peut parler de rituel au crâne. Mais ce n'est plus l'offrande à nos morts, à nos chers disparus. C'est deux choses différentes. D'accord. En début de cette émission, c'est vrai, j'ai manqué de vous dire, cette émission porte sur le peuple bamiléké, effectivement, mais nous abordons deux sujets, le culte de crâne et également le culte du Kadji. Monsieur Célan, c'est quoi le Kadji dans le peuple bamiléké? Le peuple bamiléké, le Kadji représente pour eux un parjure en quelque sorte, c'est-à-dire prendre soit un témoin, soit n'importe quoi là pour dire, pour se justifier de toutes les façons, pour rechercher la vérité. À ce moment, on prend le Kadji. Est-ce qu'il est toujours liquide, le Kadji? Est-ce qu'il est toujours de matière liquide quand on sait que c'est un rite au cours duquel il faut boire un truc qu'on a préparé, une sorte de liquide qu'on a... De toutes les façons, il y a plusieurs formes de Kadji. Ça dépend de quel Kadji vous avez assisté. Oui. Et d'accord, le mot Kadji signifie chez les Arabes, le juge désigne, j'allais dire le mot Kadji désigne chez les Arabes le juge musulman compétent en matière religieuse. Mais alors, en peuple bamiléké, le Kadji fait partie des traditions. C'est quoi le Kadji? On prend cet élément. L'équipe de Carrefour TV s'est encore déportée dans un petit village de l'Ouest pour vous faire voir ceci. Malgré leur sens pratique, ils gardent en permanence un pied dans le paranormal et le monde des esprits. Communiquer avec eux est une chose courante. Par contre, certains rites n'ont lieu que de façon très exceptionnelle, comme par exemple le Kadji, qui consiste à taper le chien. Quand il y a beaucoup de problèmes dans le village, quand il y a beaucoup de la sorcellerie dans le village, quand il y a beaucoup de malheurs dans le village, on tape le chien. En fait, on ne fait que frapper symboliquement l'animal, sans réellement le toucher. Pour faire le Kadji, on prend 2 bâtons de Sosongo. Chacun fait sa confession que je ne ferai plus ça, je ne ferai plus ça. Et il tape le chien. Après, on boit le Kadji. Il crache l'autre sur le chien. Et on attend 4 semaines pour enterrer le chien mort vivant. En mourant, l'animal emportera avec lui toutes les mauvaises pensées, passées, présentes et à venir, de la population. Le Kadji, c'est une façon de confesser
qu'on ne peut plus faire du mal comme on faisait auparavant. Et il dit comme ça, si je fais du mal encore, que telle chose m'arrive, il boit le cadi. L'un après l'autre, tous les membres de la chefferie viendront formuler ouvertement leurs bonnes résolutions, sous le contrôle des notables les plus âgés, qui les guident et les font recommencer si nécessaire. Boire le cadi a valeur d'un engagement solennel. En recracher une partie sur le chien équivaut à reporter sur l'animal tout ce que l'homme portait en lui de négatif. Comme pour toute réunion, une cotisation est perçue. Elle donne droit à un reçu d'encaissement, à conserver comme preuve de sa purification. Chaque habitant dispose de 40 jours pour effectuer son cadi, à la date de son choix. Mais aucune exception n'est tolérée. Un fuyard serait aussitôt rattrapé et contraint par la force de taper le chien. La cruauté de ce rite n'est pas sans rappeler celui du bouc émissaire, présent dans les récits bibliques. Véritable exorcisme collectif, il rétablit l'ordre dans une chefferie perturbée qui aurait pu rapidement devenir incontrôlable. Et pour enterrer le chien, il y a les serviteurs des magiciens qui sont là, ils dansent, ils font les cérémonies. Après, on met le chien noir dans le trou et on ferme avec la terre. Il faut enterrer le chien normalement vivant. Que le chien va souffrir à terre, le malfaiteur va souffrir de la même façon. Le chien, vraisemblablement drogué par les guérisseurs, ne réagit pas. On voit dans son attitude résignée l'acceptation du sacrifice par les forces divines. On n'enterre pas le chien souvent. On peut faire même 20 ans si on n'entend pas des mauvaises choses dans le village. C'est parce que ça ne va pas dans le village avec toutes les choses que j'ai dit là que le chef ordonne que on tape le chien et on enterre le chien vivant. Le rite de Kadi, également un élément important dans le peuple bamileke. Monsieur Tchebachou, pourquoi le Kadi? Pourquoi ce rite de Kadi? Dans un village, bien sûr. Allez-y. En réalité, le Kadi, c'est pour bannir le mal qui sévit dans un village. Quand il y a beaucoup de mal, les enfants qui ne procréent plus, les femmes qui ne vont plus en mariage, des accidents inexpliqués, des inondations, des malheurs qui frappent le village. Alors on est obligé de faire appel à tous les habitants de ce village. Voilà, sujet à cette malédiction. Chacun devrait venir boire le Kadi en se confessant s'il est l'auteur, s'il est l'un des auteurs du mal qui arrive dans le village. Alors à ce moment il est pardonné, il est demandé de pardonner. Oui. Voilà. Et il promet ne plus recommencer, de ne plus nuire le village. Donc par la suite, quand tout est fait, les chiens normalement devraient être enterrés. Alors vous dites chacun vient boire. Est-ce que c'est tout le monde qui y participe? C'est obligatoire. C'est obligatoire. S'il est obligatoire, pourquoi les participants doivent payer afin de boire le Kadi? C'est une forme de corruption de toutes les façons. C'est ceux-là qui sont auteurs du mal, qui corrompent. C'est la corruption, ça existait depuis la nuit des temps. Parce que dans cet élément que nous avons regardé, M. Ceylan, tout le monde passait et donnait quelque chose à une table là-bas avant de se diriger. De toutes les façons, chez nous, à Bafon ou à Bana, si vous donnez de l'argent, d'ailleurs c'est en secret. Sinon, l'ensemble du village participe pour l'organisation de la manifestation du Kadi. Tout le village devrait participer. Chacun a sa contribution.
Alors si on parle de contribution, d'accord. Maintenant, s'il y a de l'argent, si on paye, ça veut dire qu'on se reconnaît, on se reproche de quelque chose. Maintenant, il faut négocier. Et comme le mal, bon, que ceux qui sont là, les auteurs qui le pratiquent, ils peuvent accepter tout pot de vin, c'est pas interdit, non? D'accord, donc tout le monde y participe. Même le chef n'est pas épargné, le chef de village? C'est le chef, l'ordonnateur. D'accord, donc c'est lui qui donne le coup d'envoi en fait. Bien sûr. Alors en cas de refus parce que tout le monde doit y participer, en cas de refus, qu'est-ce qu'on fait de l'individu? En temps normal, on devrait bannir celui qui a refusé du village. En cas normal, on le chasse, voilà, on le bannit. Mais peut-être qu'il se reproche de quelque chose. Sûrement, il se reproche de quelque chose. Sinon, pourquoi ne pas le laisser et puis voir après ce qui va se passer? Le chasser du village, c'est comme on dit souvent en termes, chez les Bamilékés, il dit souvent, quand on tape l'enfant, on ne le chasse pas de la maison, on ne l'envoie pas hors de la maison. Écoutez, si celui-là ne veut pas boire le cadi, il se reproche de quelque chose. On ne peut pas garder une personne dans un village, sachant qu'il est le destructeur de ce village. D'accord. C'est pour cette raison qu'on le chasse. Ben, s'il ne se reprochait de rien, il aurait contribué comme tout le monde. D'ailleurs, ce n'est pas interdit. Il y a des pauvres partout. Il y en a qui n'ont pas de moyens du tout. Et ils prennent quand même le cadi. En dépit de leur pauvreté, ils n'ont pas eu assez de moyens pour contribuer comme tous les restes. Oui. Voilà. Mais ils prennent quand même. Ils prennent quand même. Alors, il y a une question qui me titille un peu, Monsieur Céleste. Pourquoi avoir choisi le chien? Pourquoi pas le chat? Pourquoi pas la chèvre? Et en plus, la couleur. Pourquoi le noir? Ok. Le chien étant un animal par excellence, dit des vampires, des sorciers. Vous savez, vous ne pouvez pas... Bon, dans le monde éthérique, dans la 4e dimension, on voit toujours un sorcier accompagné du chien. Ou le chien qui est sorcier. Alors on utilise l'arme des fausseurs pour aller contre eux, leur propre arme. C'est ça. Donc en fait, l'animal, le chien est considéré comme un animal sorcier. Voilà. C'est pourquoi on l'a choisi pour le rite de Kadi. Pour le rite de Kadi. Qu'il recherche ceux qui comptent, qui vont avec lui. Voilà. Donc, il reconnaît tous les sorciers en fait. Ok. Ok. Et alors, après combien de temps? Parce qu'on a vu dans cet élément, on a enterré le chien. Après combien de temps exactement le sorcier peut être démasqué? Est-ce à dire que si le chien décède au fond de la tombe, il arrive parfois des cas très spéciaux, parfois 24 heures après avoir bu le cadi, certains décèdent. Il arrive. 24 heures seulement? 24 heures seulement après. Bon, le temps est indéterminé pour certains. 1 mois, 2 mois, 3 mois, on entend tel est décédé parce qu'il avait pris le cadi. Et généralement, seul avant de décéder, se confesse toujours. Oui, j'ai pris le cadi, ça m'a fait ça parce que je faisais ceci. C'est ça. C'est comme ça. Vous êtes notable, donc ressortissant d'une chefferie. Je suppose que vous pouvez avoir votre petite idée sur la composition, les composants du cadi. Avec quoi est-ce qu'on fait ça pour que ce soit aussi puissant? Écoutez, on a affaire aux élémentaux de la nature. Oui. Bon, voilà. Maintenant, par transsubstantiation, c'est-à-dire on prend le chien, par transsubstantiation, on associe aux élémentaux de la nature. Et puis le reste est fait. Donc il n'y a pas un élément spécial. On dirait quand on a regardé l'élément que nos techniciens sont allés nous apporter du côté de l'Ouest, on avait l'impression qu'il s'agissait d'un liquide fait de poudre de maïs. Je vous ai dit qu'on a besoin de l'élémental et des élémentaux en général, de tout ce qui est pur, sacré au village. Tout ça, on le réduit en poudre. Et ça devient un élémental très fort. Et comme il est très fort, on l'ordonne, puisque l'élémental est neutre. Voilà, c'est en composant tout ça, on fait le rite du cadi avec. Voilà, Monsieur Célan, on va bientôt sortir de cette émission. C'est vrai que j'aime souvent garder le suspense parce que tous ceux qui passent sur ce plateau réservent pour la fin leur identité. Donc, le village, dans leur comment je vais dire ça, le village dans lequel il est sorti pour se retrouver à Douala et en plus sur le plateau de Tradiscope. Mais seulement M. Célan l'a trahi déjà. Dites-nous une phrase
en bafang. C'est le fait qu'on appelle, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà, c'est ça la langue chez les bafans. Dites-nous une phrase ou deux en fait et puis traduisez-la. Bon, étant, je peux dire triangulaire à l'ouest, je peux le dire soit en Balafi, en Bangam et en Bana. C'est à vous le choix, donc vous avez le choix. Deux phrases, comme dit bonjour par exemple. Zélé. Ça dépend de vous. Zélé, par exemple. Vous pouvez peut-être saluer quelques personnes qui vous regardent. Zélé. Ça c'est déjà en Bafan, en Bana. Oui. Et puis, Zélé Mamé. Tchomga comme il faut. Et puis, Zélé Mamé. Tchomga comme il faut. Traduisez-la. Hein? Traduisez les deux. Okay. Bon, à Bafan, simplement, bonjour. Et en Balafi, en Bangam, bonjour Mafou, bonjour la reine. C'est ça. Les reines mères du côté de l'Ouest. Voilà. Alors, j'ai été très enchantée de partager mon plateau avec vous, Monsieur Célin. Un dernier mot de fin, peut-être un bonsoir, un bonjour à 2 ou 3 personnes qui vous regardent à la maison. À toutes mes connaissances, parce que j'en ai plein. À tous ceux que je connais, je dis bonjour. Et qui me connaissent également. Je suis d'une famille très grandiose. Alors là, je ne pourrais pas me faire tirer des fusils dessus. Parce que certains diront que, bon, voilà, vous avez choisi. Voilà, j'ai choisi j'ai oublié tel autre. Voilà, chaque peuple a sa culture et également sa tradition, son histoire. Ne l'oublions jamais qu'un peuple sans histoire est comme un monde sans âme. Quant à moi, je vais vous quitter. Nous avons partagé 59 minutes à ce micro de présentation. Je suis Irène Laetitia Ketcha. Je me suis fait accompagner par beaucoup de personnes du côté de la technique parce que c'est pas facile pour manier tout ceci, pour vous rendre ce que vous regardez à l'antenne n'est pas du tout facile. Je me suis fait accompagner par une équipe, mais alors une très forte. Je ne vais pas quitter ce plateau sans toutefois remercier le promoteur de cette grande chaîne de télévision, M. Bombor Benoît Bitton. D'ici à là, portez-vous bien. On se retrouve vendredi quand il sera 17h, heure du Cameroun, heure d'Afrique centrale.